Ce mec-là. De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Ly, Louis Kemayou et Ibouba. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans notre grand angle. La Banque centrale kenyane très critique sur la politique des entreprises issues de la technologie financière. Une vingtaine d'entreprises exercent actuellement dans ce domaine au Kenya et les pratiques de prêt seraient abusives, s'indigne la Banque centrale qui exhorte le gouvernement à réglementer le secteur. Nelly Claude Bessa. Le Kenya connaît aujourd'hui l'accroissement des prêts accordés par les entreprises de technologie financière FinTech. En 2013, le pays faisait partie des pionniers de l'inclusion financière, un système qui permet à ses utilisateurs de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements sur téléphone portable sans compte bancaire. Seulement, la Banque centrale kenyane trouve que ce phénomène a entraîné une augmentation inquiétante des pratiques de prêts abusifs. Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de produits arrivent dans une sorte d'opération à la volée et vous n'entendez parler que parce que quelqu'un est en banqueroute. Il y a une augmentation dans les institutions de type financier qui profitent à notre population. Dans un certain sens, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une opportunité pour certains prédateurs et ils s'en prennent à nos concitoyens. Les Kenyans, qu'ils soient bancarisés ou non, sont susceptibles de passer d'avoir peu ou pas d'accès au crédit à la possibilité de décrocher un prêt en quelques minutes avec des créances accordées de taux d'intérêt élevés. Les risques encourus dans le cas du Kenya viennent du fait que le cadre réglementaire ne s'est pas vite adapté à ce genre de technologie. Le risque d'octroi des prêts à partir du téléphone, à partir du FinTech, n'est pas plus grand que le risque ancien. Sauf que là maintenant, les Kenyans n'ont pas aménagé leur cadre réglementaire en fonction de nouvelles exigences du numérique. Bien que l'inclusion financière via les prêts numériques soit en plein essor au Kenya, elle mériterait d'être réglementée et régulée. Pour l'heure, un projet de loi du ministère kenyan des Finances relatif au marché financier numérique est en discussion auprès des autorités du secteur financier du pays. Alors, la Banque centrale appelle à une régulation du secteur. Alors, il faut bien sûr encadrer ce domaine, mais est-ce que cette alerte de la Banque centrale ne reflète pas aussi la concurrence qui commence à y avoir entre les banques traditionnelles et ces nouveaux modèles de bancarisation? Oui, non, mais bien sûr, c'est un problème, mais il faut vraiment faire très attention par rapport à ces sujets-là et selon où on se trouve dans le monde entier, les banques traditionnelles sont en concurrence avec les fintech et ces organismes de crédit. En Afrique, c'est le contraire. Je suis désolé de le dire. Ils sont complémentaires parce que les services que vendent les fintech, les banques traditionnelles ne les vendaient pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, pour parler de ce pays-là, le Kenya, donc disons qu'est-ce qui se passe? C'est deux grands acteurs de télécommunications et de banque, la Commercial Bank of Africa, qui travaillent de concert. Donc, par point d'entrée, une société de téléphonie facilite à certains d'avoir donc des comptes bancaires avec des comptes, des crédits et de l'épargne. Donc, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose qui explose, mais ils sont en train de faire la confusion sur deux sujets fondamentaux. L'accès au crédit qui est une chose et le cadre légal et réglementaire, comme l'a dit le commentateur, qui est une autre chose. C'est-à-dire que, je vais juste prendre une petite image parce que c'est très intéressant. Quand on est une boucherie et qu'on vend de la viande avariée, c'est pas parce qu'on a créé Internet et que cette viande, avant dans le pays, il n'y avait que 2 boucheries, on en fait 40 boucheries et qu'elle est plus accessible, qu'on n'a pas de problème de viande avariée. Donc le cadre légal, c'est pour dire quoi? Je suis dans le domaine et en tant que chef de projet en digitalisation bancaire en plus, je ne vais pas citer la boîte pour laquelle je consulte, c'est juste pour dire dans tous les pays du monde aujourd'hui, est sérieux. Il a fait une alerte, mais pour lui, le directeur de la Banque centrale, il faut que les autorités de régulation puissent réguler ces crédits toxiques. Parce que c'est très dangereux pour nos économies. Je ne vais pas faire de comparaison, mais les subprimes, ça vient de quoi? Pas de crédit à la conso petit, effectivement, ça venait de crédits immobiliers et nous avons vu comment ça a déferlé et nous a fait une crise mondiale. Ok, c'était les États-Unis. Au Kenya, son économie n'est pas prête à nous faire une crise mondiale, mais vraiment, elle a fait une crise structurelle
très grave. Donc cela veut dire quoi? Il faut que dans nos pays, et pour généraliser, comme on parle, on est sur un plateau africain, il faut que dans nos pays, qu'on avance sur les réglementations. Une réglementation comme on l'a fait pour les banques, disons, internationales. Je ne vais pas dériver sur le BAL 3 sur lequel les ratios de liquidité sont gérés et surveillés de façon très, très pointue, 50% du renouvellement du crédit. Mais dans ce secteur-là, on ne peut pas laisser nos concitoyens aller vers le surendettement parce qu'on n'a pas mis les outils nécessaires pour surveiller leur endettement. Mais alors justement, est-ce que ce risque de surendettement est réel? Mais absolument. Mais bien sûr qu'il est réel, mais c'est que c'est un problème lancinant, ce problème. La population, ça fait un bon bout de temps qu'elle est en train de flirter avec cette réalité au Kenya. Nous savons très bien que c'est une population aussi qui maîtrise bien l'éthique, en quelque sorte, parce que vous le savez très bien, ils ont bien une couronne dans ce domaine des télécommunications. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est une association, effectivement, donc, des caciques des télécommunications, plus donc les financiers qui ont pu apporter donc, cela aujourd'hui. Mais ce qu'il faudra savoir, c'est que la banque centrale kenyane s'est levée un peu tard. Donc les outils qu'il fallait mettre afin de pouvoir pallier à un tel problème n'a pas été mis à temps. C'est juste là le fond du problème. Aujourd'hui, donc ils se rendent compte qu'il y a un problème, et effectivement il y a un problème. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Mais il y a aussi une habitude qui est là, dont la population donc en fait guise, et que voilà, ça peut éventuellement donc, peser un tout petit peu donc, sur l'économie, ça pèse déjà sur l'économie du pays. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant aujourd'hui pour régler ce problème-là? Ça sera très difficile de le régler ipso facto. Moi, je crois qu'il y a deux approches très claires. La première, c'est que nous avons des banques traditionnelles au Kenya, comme dans la plupart des pays africains, qui n'ont pas compris qu'il fallait prendre le virage du digital, ou qui l'ont pris trop tard. Et donc aujourd'hui, au lieu de se sentir complémentaires de la démarche des banques électroniques, elles ont l'impression qu'elles leur prennent des parts de marché et qu'elles leur en prennent trop. Ça, c'est la première analyse. C'est la première bataille qui est en train d'être menée. La deuxième bataille, elle est étatique. Le Kenya a un problème de liquidité. Ils sont en crise aujourd'hui et ils ont besoin de prendre de l'argent là où ils se trouvent. Et l'argent, il se trouve où? Il se trouve dans les nouvelles technologies. N'oublions pas que la technologie du M-Pesa, qui permet de faire le transfert d'argent électronique, est partie du Kenya et qu'aujourd'hui, il a conquis des pays aussi prestigieux que l'Inde, par exemple. Donc, l'argent, ils en ont. Et donc, je pense que le gouvernement kényan et les banques traditionnelles kenyanes sont en train de tuer la poule aux œufs d'or et ne se rendent pas compte que tous les pays ont connu cette crise de croissance-là. Le Kenya a réussi des bonds énormes en matière de nouvelles technologies et de banques électroniques. Il y aura sa crise, il y aura l'explosion de sa bulle Internet, comme ça a eu lieu partout, en France, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Donc ça, cette crise de croissance-là, n'ayons pas peur de l'affronter. C'est comme pour l'adolescence. Nous avons tous été adolescents et nous avons tous fait une crise d'adolescence. Il faut simplement mettre en place des éléments qui permettent de faire que la chute ne soit pas trop dure. Mais si on veut tuer la poule aux œufs d'or, je crains malheureusement que cela ramène le Kenya à une dimension avant M-Pesa qui n'était pas très glorieuse. Moi, j'ai une autre approche de la chose et j'ai une petite réserve par rapport à ça, parce qu'il faut dire une chose, le risque de surendettement, il est réel. Alors, ceci dit, la Banque centrale n'a pas donné véritablement des chiffres. Elle est restée assez floue sur le sujet. Parce qu'ils ne les ont pas, c'est ce que j'étais en train de dire. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que ce risque est effectivement, réel? Il est réel, parce que la preuve, lui vient de dire deux choses. Effectivement, les banques traditionnelles, nous leur avons souvent reproché, moi pour avoir même fait des papiers sur le financement de l'économie. Et la banque, par définition, elle est là pour financer l'économie. Dans nos pays en général, et au Sénégal en particulier, pour contourner ça, il a fallu que l'État mette en place la triptyque FONSIS, FONGIP et BNDE. C'est-à-dire que l'État arme des leviers financiers pour contourner le rôle des banques intermédiaires, qui n'est pas le rôle de la Banque centrale, c'est-à-dire financer l'économie. Aujourd'hui, l'État aussi a une autre obligation, c'est-à-dire en termes de réglementation, l'État doit surveiller le surendettement de ses citoyens. Cette poule aux œufs d'or, moi je veux bien les fintechs, je suis dans la techno, c'est une chose, ce n'est pas une raison pour laisser des prédateurs entrer dans le poulailler
te tuer tout. Pour dire, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas un système d'information homogène pour qu'il y ait un partage de portefeuille des crédits de ces gens-là. Aujourd'hui, si un monsieur X vient pour prendre au Kenya un prêt, on ne peut pas savoir son engagement à pouvoir honorer ce prêt. Et en termes systémiques, ça va découler sur des organismes qui vont faire faillite et des prêts et même la garantie de l'État. Donc, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, ramener la régulation, très clairement, ce n'est pas parce qu'on passe par les fintechs qu'on n'a pas de régulation et de réglementation. Mais il y a un déficit de réglementation dans ce domaine-là. Le Kenya doit y travailler, tous les autres pays doivent y travailler. Et j'entends très bien quand tu nous dis, effectivement, l'M-Pesa, et il y a quand même quelque chose qui est parti dans cette grille technologique d'Afrique dont on peut être fier. M-Pesa, aujourd'hui, il y a le Wari au Sénégal et autres qui travaillent et qui aussi rapprochent des populations qui n'auraient jamais eu droit à un prêt, à un financement, au financement. Et là, entre les deux, on est en train de ne pas parler d'un acteur qui va profiter de tout ça à la longue, c'est la microfinance, parce que la microfinance fait un prêt et un suivi personnalisé. Et les taux parce que c'est pas la même chose, la microfinance. Moi, je ne suis pas d'accord. Ben, on peut ne pas être d'accord, mais on va s'expliquer, bien sûr. Le fait ici est que l'avantage qu'ont les fintechs sur la microfinance, c'est qu'ils ne font pas des prix avec des prêts avec des taux d'usure. L'avantage, c'est celui-là. Je pense que tu te trompes en information. Non. S'ils ont des taux exagérés, non. les fintechs. Ça, c'est la première chose. C'est le contraire. Les fintechs n'ont pas des taux exagérés. Oui, c'est parce que si aujourd'hui... allez-y. Alors, on va laisser poursuivre Luc Mayou et je vous laisse la parole juste après Ibouba. Non, je pense que déjà, les fintechs ne pratiquent pas des taux d'usure. C'est le premier avantage que ça présente. Le deuxième, c'est que les opérateurs de transfert d'argent basés sur les M-Pesa sont en train d'uniformiser, de sorte qu'avant, on était obligé d'être chez le même opérateur pour avoir des transferts d'argent entre particuliers. Aujourd'hui, cette barrière est cassée. Et elle n'est pas cassée qu'au Kenya, mais ça a commencé au Kenya. Et donc, quand on a une technologie aussi forte, quand on a cette capacité à séduire, à faire des petits, y compris dans des zones aussi reculées que l'Inde, je pense qu'il y a une nécessité, même quand on se met à réorganiser le secteur, de prendre quand même des gants. Et malheureusement, ils ne prennent pas de gants, ils y vont comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mohamed Ly. Oui, moi je suis d'accord là-dessus. Et pour me faire comprendre un peu, parce qu'il y a un aspect du rôle de l'État et de la régulation que peut-être je n'ai pas pu faire sortir dans mon discours, c'est-à-dire pour prendre le cas dans ce pays dans lequel on est sur les prêts immobiliers, parce que c'est des prêts qui déterminent nos vies. Par exemple, il y a le taux d'endettement qui est calculé. Et on ne peut pas passer outre, c'est 33%. On ne peut pas s'endetter au-dessus de 33%. On est en Europe, en France, et ça a été ça la différence. C'est pour ça qu'on a eu les subprimes aux États-Unis. Parce qu'ici, le taux, il est calculé sur le revenu. Et 33% de ton revenu doit correspondre à peut-être ton accession à la propriété. Juste pour revenir sur, quand même, il y a un État qui surveille que ce n'est pas parce que tu regardes plus gros que tes yeux que tu peux aller prendre 3 maisons. Et c'est pour protéger ces gens-là. Et comme le risque, il est réel, aux États-Unis, ce n'est pas sur le revenu qu'ils ont calculé. Donc, les taux, ils avaient calculé ça sur la valeur hypothécaire du bien. Donc, ça a posé un problème. Donc, je pense qu'en intelligence économique et en sérieux, nos pays, et je suis d'accord sur ce que tu dis, il ne faut pas venir à pas d'éléphant pour écraser l'M-Pesa, écraser cette intelligence et cette lumière qu'on a pu avoir chez nous, mais en même temps, et en créant en néolibéral, tout ce système autour du prêt et du crédit, protéger quand même ces gens-là parce qu'on peut quand même parler de prédation à un certain niveau et nous savons que le crédit, ce que ça peut créer comme dégâts. Ibouba. Ouais, bon, en fait, moi je crois qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'M-Pesa, effectivement, je crois que ce qu'il faudra noter, c'est que c'est le sens même donc, de la population, l'accès de la population donc, à ces taux, à ces prêts. Donc sans un taux réel important. C'est ce qui est beaucoup plus important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la masse donc, elle est tout à fait ambiguë et que
la population s'adonne de plus en plus donc, à couvrir, comment ça s'appelle le mobile banking. Le mobile banking. Le mobile banking aussi, je crois qu'ils ont un terme un peu approprié à cela. Je crois que c'est le mobile banking ou je ne sais pas quoi. Ça, oui. Voilà, exactement. Donc voilà, la population flirte avec cette réalité-là et je crois que ça sera très difficile aujourd'hui donc de remédier un tout petit peu, donc à revenir aux sources qui ne sont pas telles que la population soit en guise donc de cela. Mais Voilà. alors, vers quel type de régulation il faut aller tout en faisant en sorte de ne pas fragiliser le mobile banking? Moi, je pense que l'avantage qu'il y a avec les nouvelles technologies, c'est que tout est tracé. Il y a tellement de données qui sont fournies qu'il n'y a pas autant de spéculation que dans le domaine de la banque traditionnelle où, quand vous arrivez, on vous demande est-ce que vous avez une maison, est-ce que vous avez une voiture, est-ce qu'on peut mettre cela en caution, en gage pour vous. Il n'y a pas de cela. Quand un chef d'entreprise dans les nouvelles technologies vient vous dire je suis capable de faire ceci et j'ai besoin d'argent pour cela, il vous fournit ces chiffres. Vous dites sur les 3 derniers mois, j'ai eu autant de visiteurs, ils ont acheté ceci, ils ont acheté cela, j'ai eu une moyenne de temps. Si je vous demande autant d'argent, c'est parce que je pourrais le placer de cette manière et la rentabilité pourrait être de celle-ci. Donc c'est des données très chiffrées et qu'on peut tracer. Elles sont incontestables, ces données-là. Et je pense que c'est sur cette base qu'il faut aller pour se dire, on n'est pas dans de la spéculation. Le problème, c'est que si nous voulons faire dans les nouvelles technologies ce que nous avons fait dans l'économie traditionnelle, c'est-à-dire avoir peur, y compris de tomber et de nous relever, on ne marchera jamais. Et donc c'est pour ça que ça marche et il ne faut pas empêcher le système de marcher. Mais j'entends très bien ça et il ne faut pas empêcher. Non, mais parce que je ne suis pas un rétrograde qui arrête les technologies. Mais parce que pour y travailler, je connais aussi ses dérives et ses dangers. Et en termes de politique publique, il y a aussi une partition, c'est-à-dire un arbitre qui est l'État qui doit surveiller. Et il faut juste leur donner des moyens, c'est-à-dire un système d'information, un système d'information homogène. Par exemple, entre eux, dans un pays comme ça, on peut parler de préventel. C'est-à-dire que quand tu es un mauvais payeur chez d'autres opérateurs, le troisième peut quand même te dire ben, « Monsieur, vous ne payez pas ». Il faut leur donner des outils. Moi, je ne dis pas qu'il faut les briser. Je dis, aujourd'hui, le Kenya n'est pas outillé. Et pour une dernière chose, quand quelqu'un vient vous demander de l'argent, à moins que vous ayez des moyens de recouvrement autres et que la loi n'autorise pas, chaque réglementation peut et autorise aux gens, et pour les protéger, de dire, parce que le besoin, on connaît, les sciences sociales nous ont appris comment l'homme devant un besoin peut aller contracter une dette. Non, vous ne contracterez une dette que quand on peut déterminer votre capacité à honorer votre dette. C'est ça que j'appelle les outils, et qui sont préventel, un fichier central du crédit, pouvoir savoir que l'autre, il a déjà mis Mais de là, dette. Aujourd'hui, ils ne les ont pas. Mais le problème, c'est qu'on va cloner le système de la banque traditionnelle pour le mettre dans la banque électronique. Ce serait, je dis très clair, ce serait... Justement, c'est la fin du mobile banking, oui, là. Ce serait une très mauvaise chose. Oui. Là, je vous rejoins. Oui. Mais ce que je dis, c'est que tout système a son intelligence. Ce système-là, son intelligence, ce n'est pas l'intelligence de l'ancien monde. Il a son intelligence, c'est-à-dire des fichiers, un travail, comme vous dites, tout est tracé pour les permettre de protéger le citoyen et le consommateur par rapport à son risque de surendettement qui est réel. Surtout que quand vous prenez le pari qui a été celui de la téléphonie mobile, beaucoup d'opérateurs sont venus à reculons sur le continent africain. Mais quand ils ont commencé avec les cartes prépayées, ils se sont rendus compte que les gens payent pour communiquer. Ici, nous ne payons pas pour communiquer. Pourtant, les opérateurs ne font pas faillite. Qu'il s'agisse de... Enfin, on ne va pas les citer, mais les opérateurs français font des abonnements qui te permettent d'appeler et de payer à la fin du mois. Sur le continent africain, vous n'appellerez même pas pour 5 francs sans avoir payé à l'avance. Ce n'est pas le plus gros des fichiers, mais il y en a qui fonctionnent à la facture. Mais tout ça s'imbrique. Et aujourd'hui, pour le dire très clairement, l'Afrique est même un laboratoire aujourd'hui pour les grandes firmes de téléphonie. Orange Money, si vous comprenez comment Orange Bank marche, nous qui allons souvent dans nos pays, nous savons que nos pays ont été des laboratoires de mise en place de technologies, de réflexion sur des systèmes bancaires
bancaire et d'épargne et d'envoi d'argent, c'est parti de là. Et il faut dire, c'est pas que les Kenyans, ils sont politiques, il faut aussi dire, certains pays, pour des problèmes de stabilité qu'ils ont eu, d'accessibilité et de réseau bancaire complet, quand la technologie est venue, il a rempli juste un rôle très difficile que jouaient les autres agents traditionnels, à savoir dans des villages où personne ne peut arriver. La téléphonie a joué son rôle. Donc, gap technologique qui répondent à des besoins connus en Afrique, il faut accompagner tout ça, mais il faut l'encadrer. Il ne faut pas laisser... il faut l'encadrer légèrement, donner aux gens des outils qu'on connaît, qui existent. En France, il y a Préventel, il y a des fichiers, avec un problème très aigu sur les données dont on n'a pas encore parlé, des données personnelles, des données aujourd'hui sur le big data qui font qu'il puisse y avoir des ciblages qui peut-être ne répondront pas à une certaine éthique économique. Mais ça, c'est d'autres problèmes. Merci. Quand ça viendra, je pense que toute l'intelligentsia africaine travaillera sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Alors, on avait également prévu de parler photographie, malheureusement. Le temps... C'est dommage. Moi, j'aurais voulu comprendre comment un Ivoirien peut être un photographe. Mais bon, les cousins ivoiriens on aura l'occasion d'en parler lundi. Mohamed Ly, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du think tank IPA d'innovation politique et démocratique. Louis Kemayou, un grand merci à vous également. Je rappelle que vous êtes journaliste. Ibouba, merci. Ibouba, journaliste politique. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bonne soirée.